Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette visioconférence que vous propose l'IRIS et Hachette Éducation. Alors, je vous précise que cette visio est enregistrée et qu'elle sera disponible dès demain pour les adhérents de l'IRIS et qu'elle sera disponible dans 2 semaines pour tout le monde. Alors, je vais commencer par vous présenter nos intervenants. Anne Gagné, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure agrégée de géographie, enseignante au lycée Marguerite Yourcenar au Mans et directrice de collection chez Hachette Éducation. Voilà. Marie-Cécile Nave, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, en charge de l'Observatoire Genre et Géopolitique, et vous avez signé une géopolitique des États-Unis aux éditions Erol, dont une nouvelle édition sera disponible à partir du 27 mars. Merci pour le partage visuel. Voilà. Henri Simoneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Bellevue à Albi, et vous êtes également directeur de collection chez Hachette Éducation. Tout à fait. Alors, je vous précise, rapidement le format de cette visioconférence. Donc, dans un premier temps, Marie-Cécile Nave répondra à des questions d'Anne Gagné et d'Henri Simoneau, des questions qui sont en lien avec le programme de première de la spécialité AGGSP, Histoire, géographie, géopolitique, au sujet évidemment de la démocratie et des enjeux de puissance sous Trump 2. Voilà. Et dans un second temps, nous répondrons à vos questions hein, que vous allez pouvoir partager dans le chat. Donc, nous essaierons d'en prendre le maximum dans le temps imparti. Voilà, je laisse la parole à nos intervenants. Très bonne vision conférence à toutes et à tous. Je crois que c'est Anne Gagné qui va poser la première question. Oui, merci Gaël. Oui, alors Donald Trump a été élu pour la deuxième fois, démocratiquement, à la présidence des États-Unis en novembre 2024. Et cette élection soulève des interrogations après le coup de force du Capitole en janvier 2021 et les propos répétés du nouveau président sur les institutions, sur la presse, sur la justice. Des lois visent même à restreindre les conditions d'inscription sur les listes électorales et notamment pour les minorités par ricochet pour les femmes. Dès lors, Marie-Cécile, nous aimerions avoir votre éclairage autour de deux questions qui sont importantes pour notre programme de première avec nos élèves. Quelles sont les menaces réelles qui pèsent sur la démocratie américaine au-delà des discours? Et par ailleurs, y a-t-il une spécificité à la séquence ouverte par Donald Trump ou trouve-t-on auparavant les mêmes inquiétudes comme peuvent le suggérer les écrits d'Alexis Tocqueville? Voilà. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. La réponse est oui aux 2 questions. Voilà, bon peut-être, dire que pour les commentateurs, les commentatrices, comme nous, on est, chaque matin, submergés d'informations à analyser, à comprendre, à commenter et à sélectionner. Parce que, ça fait partie aussi de la stratégie trumpienne de, de mettre le doigt sur un certain nombre de choses en parlant beaucoup, en inondant l'espace, pour reprendre, les mots de Steve Bannon, mais que je lisse, hein, parce que c'est dit beaucoup plus grossièrement. Ventiler l'espace avec, des détritus, on va dire, pour, éviter que l'on regarde, un agenda qui, derrière les petites phrases, quotidiennes, eh bien, avance. Un agenda en politique publique, ça veut dire, un programme politique qui se met en œuvre. Donc les menaces sur la démocratie au-delà des discours, oui, mais déjà dans les discours et en 2016, il y avait une journaliste qui disait, «Les électeurs de Trump le prennent au sérieux, mais pas à la lettre et les opposants le prennent, à la lettre, mais pas au sérieux» et je crois qu'il faut aujourd'hui le prendre à la lettre et au sérieux. À savoir que les discours qui sont prononcés, chaque jour et depuis 4 ans, hein, finalement, parce que ça fait 4 ans qu'il est en campagne, se traduisent en actes, se traduisent, pour l'instant en décrets présidentiels, c'est-à-dire, en droit, des décisions présidentielles qui se veulent avoir force de loi, même si, un certain nombre d'entre elles sont illégales et probablement anticonstitutionnelles, mais enfin elles sont prises, elles sont appliquées. Et les mots qui sont prononcés, chaque jour, donnent à voir une présidence et un programme politique qui a vocation à être appliqué.
et, hem et heu et qui doivent être absolument pris à la lettre et au sérieux. Alors, je fais quand même une petite incise pour dire que évidemment chez Trump, vous savez ça sans doute, vous l'avez remarqué si vous n'aviez pas ça en tête auparavant, la maîtrise du récit, la maîtrise du narratif est absolument cruciale, et peut parfois l'emporter sur la réalité, mais notamment quand la réalité n'est pas maîtrisée par le camp Trump, notamment la réalité un certain nombre de choses dans la réalité internationale ou dans la réalité que vivent les gens, hein, très concrètement. Le réel cogne, comme disait, Jacques Lacan. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de maîtriser le récit, de maîtriser le discours, le narratif, le storytelling, peu importe le concept qu'on utilise. Et c'est une caractéristique, de la désinformation. C'est une caractéristique de la propagande qu'on va retrouver, en démocratie, qu'on va retrouver dans des régimes autoritaires et qu'on retrouve en particulier, chez Trump, puisque une des clés de la victoire de Trump, qui n'est pas une victoire massive, hein, en 2024, il fait, 3 millions de voix de plus seulement qu'en 2020, alors qu'en 2020, il a fait 11 millions de voix de plus qu'en 2016, donc c'est une victoire, c'est pas une victoire massive. Il gagne parce qu'en face, on n'a pas voté, une abstention massive, du côté démocrate et parce qu'il a très largement utilisé le ressort de la désinformation, autrement dit de la fake news, du mensonge, de la confusion, du brouhaha entretenu, sur un certain nombre de points de la réalité sociale. Donc, d'un côté, il y a les discours qui se traduisent en actes et d'un autre côté, il y a aussi des discours, qui donnent une image, qui visent à donner une image déformée de la réalité. Je prends un exemple, très concret qui est l'inflation. L'inflation continue, d'augmenter, la masse monétaire continue d'augmenter et le coût de la vie continue, d'augmenter, mais on est dans une sorte de déni dans le discours politique trumpien disant, «Ce n'est pas tout à fait vrai, les prix commencent à baisser grâce à mon arrivée au pouvoir», alors que les gens voient très bien que dans leur quotidien, ce n'est pas le cas. Mais très concrètement, les attaques sur la démocratie étaient annoncées, eh bien, elles se traduisent en actes avec un combat qui est en cours contre l'état de droit. Du temps de c'est là qu'on voit que le parti républicain n'existe plus, selon moi. C'est vraiment devenu le parti MAGA, Make America Great Again, le parti trumpiste. Le parti républicain tel qu'on l'a connu, disons, jusqu'à George Bush, fils et qui était particulièrement triomphant, dans les années Reagan, avait un adversaire qui était l'État. L'État, la régulation, le fait que l'État se mêle d'économie et cetera. Maintenant, on n'est plus dans une situation où l'adversaire, c'est l'État. Maintenant, il y a un ennemi, c'est l'État de droit et l'ennemi qui est l'État de droit, c'est-à-dire qu'on s'attaque aux libertés publiques, on s'attaque, aux principes d'égalité, on s'attaque aux principes de liberté. L'accès à certains métiers est désormais interdit à quelques communautés. Les transgenres, par exemple, dans l'armée, mais ils sont aussi interdits d'avoir accès à certaines politiques sociales, l'hébergement, par exemple. Tout ceci est contesté en justice, a même été, déclaré, illégal, voire anticonstitutionnel hier, mais on continue de le mettre en pratique et si ça passe pour certaines communautés, demain ça sera d'autres communautés, d'autres métiers qui seront interdits à telle ou telle personne en raison de différentes caractéristiques qui n'ont rien à voir avec les compétences. Donc les attaques sur l'état de droit, autre exemple, dans ce sens-là, la remise en cause du droit du sol. Qui est inscrite, même si c'est pas explicitement dit comme ça et c'est toutes les subtilités du droit qui prêtent à interprétation évidemment dans le 14e amendement de la Constitution. Le fait de vouloir revenir en l'occurrence sur le le principe donc constitutionnel à voir, hein, comment la Cour suprême in fine interprétera ça, que quand vous êtes né aux États-Unis, vous devenez automatiquement un futur citoyen américain. Bon, Trump déclare que ce n'est plus le cas. Autre chose encore dans les attaques sur l'état de droit, comme vous l'avez très bien dit en introduction, des, heu, des dispositions qui soit dans le cas de lois locales, parce que c'était déjà le cas dans des États fédérés depuis quelques années, mais maintenant peut-être aussi par décret, la volonté de revenir sur l'égalité devant le droit de vote et ça, ce sont des choses qui sont permises par, des décisions de la Cour suprême il y a une quinzaine d'années qui, n'interdit plus
la lutte contre la ségrégation dans l'accès au vote dans les États du Sud, hein. C'était des choses qui dataient de l'époque de la ségrégation et de l'esclavage après, a fortiori. On revient là-dessus. On remet en cause, tout un tas de dispositions qui semblaient jusqu'ici largement inscrites, enfin, solidement inscrites dans la loi et même dans la Constitution, mais qui, par des décisions présidentielles, eh bien, sont remises en cause. Une autre attaque contre l'état de droit se caractérise par, le refus de la séparation des pouvoirs. Et ceci dit, j'en ai un peu parlé à l'instant puisque le président décide qu'il peut, aller contre les lois et qu'il peut passer outre certaines lois, voire certaines dispositions constitutionnelles. Et donc il y a dans les discours et dans les actes, une volonté de remettre en cause la séparation des pouvoirs, donc exécutif, législatif et judiciaire, hein, un peu comme dans notre pays et finalement comme dans les démocraties, ça fait partie des principes démocratiques. Avec des mots, par exemple, du vice-président J.D. Vance qui dit: «Les juges n'ont pas le droit de contrôler le pouvoir légitime de l'exécutif». En fait, si. Les juges ont même le devoir de le faire et c'est dans les textes fondateurs. Elon Musk aussi qui a un rôle, lui-même, très, très problématique dans cette administration. On peut y revenir, si vous le souhaitez plus tard. Qui dit par exemple: «Un juge corrompu, les juges sont corrompus, ils protègent la corruption, ils n'ont pas à intervenir dans les décisions que je prends». Sachant que Musk n'est ni élu ni ministre, mais il est en train de faire des coupes, drastiques dans les budgets de l'État. Autre chose qui remet en cause la démocratie et l'état de droit, c'est, la contestation de la libre parole, du free speech. Free speech qui a été, très, très largement brandi par Trump et ses militants, pendant la campagne, c'est-à-dire, la liberté d'expression qui est, extrêmement grande aux États-Unis parce qu'elle est garantie par le premier amendement de la Constitution. Le premier amendement de la Constitution, c'est la liberté d'expression, la liberté religieuse, la liberté d'opinion, la liberté de la presse. Eh bien, on constate, et ça c'est factuel, hein, que la liberté d'expression est très, très, très fortement remise en cause quand on n'est pas d'accord avec le président en place. Par exemple, la volonté de contrôler la culture, de contrôler les contenus culturels, l'interdiction de certains mots maintenant dans les travaux scientifiques et sur les sites gouvernementaux. La remise en cause de la liberté de la presse avec les menaces de poursuivre certains journalistes en justice, s'ils sont trop critiques, vis-à-vis du pouvoir, politique. Et donc ça, c'est des choses qui sont très probablement, sujettes à de futurs, procès, à de futures attaques en justice. C'est déjà d'ailleurs le cas en partie. Parce que ça contrevient, évidemment le droit peut toujours être interprété, ça contrevient, à des grands principes fondateurs des États-Unis, en l'occurrence le premier amendement de la Constitution. Et ce que l'on prône pour soi-même, eh bien on le refuse aux autres. C'est-à-dire qu'il y aurait il y aurait qu'une partie du champ politique qui aurait le droit de dire ce qu'il veut et dès qu'on critique, le pouvoir en place, on serait sujet à des poursuites, en justice, ce qui est tout à fait intéressant à suivre. Et puis, les menaces sur la démocratie, même si on respecte les lois, on pourrait dire, ça se traduit aujourd'hui également par, la réhabilitation ou l'utilisation ou le fait d'aller chercher des vieilles lois, soit des lois qui sont obsolètes, soit des lois qui ont été utilisées qu'une fois dans le cadre d'état d'urgence ou dans des situations de guerre pour, par exemple, ordonner des expulsions massives de certaines communautés, chez les réfugiés, par exemple, ou, vraisemblablement demain, le fait d'aller déterrer une vieille loi du 19e siècle pour interdire l'avortement sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est pas encore fait, mais on le sent bien venir. Donc on joue à la fois sur des choses qui sont permises par les textes, juridiques actuels ou qu'on peut interpréter ou qu'on peut réactiver à des fins ultra-partisanes, voire propagandistes. Soit on considère que, les grands principes constitutionnels, séparation des pouvoirs et certains textes, législatifs, donc votés par le Congrès, eh bien,
peuvent être contournées selon le bon vouloir de la présidence en place, ce qui n'est pas évidemment sans accent autoritariste, vous l'aurez compris, entre les lignes. Donc c'est quelques exemples que l'on a aujourd'hui. Je pense, même si je suis pas historienne, mais j'ai lu Tocqueville quand j'étais étudiante, je pense que, c'est quand même inédit dans l'histoire des États-Unis, à la fois dans les actes, dans l'intention et dans la théâtralisation de cette intention-là. C'est-à-dire que c'est vraiment très intéressant, très important de vraiment insister sur le fait qu'il y a une c'est totalement assumé, c'est théâtralisé, c'est répété plusieurs fois par jour sur tous les circuits de communication, sur tous les canaux d'information disponibles, ou que l'on crée, ad hoc. Mais, ce que disait Tocqueville sur le sur les menaces qui peuvent planer sur la démocratie, américaine ou européenne, évidemment, on est tout a explosé aujourd'hui. Je pense on est dans une situation complètement inédite, c'est pas pour minimiser, le rôle que l'on a nous, mais qui est extrêmement difficile à analyser au quotidien parce qu'on est bombardé de nouvelles informations, mais on a quand même des grandes tendances qui se dégagent, je crois. Voilà ce que je peux dire déjà, mais on peut compléter plus tard. Ou là, ou maintenant si vous voulez. Non, on peut peut-être passer deuxième série de questions éventuellement. C'était sur la question de la puissance donc américaine. Alors évidemment, là encore, on est bombardé hein, de nouvelles, que ce soit sur enfin, la guerre commerciale avec des guillemets contre le Canada, le Mexique, l'Union européenne ou d'autres, enfin des partenaires traditionnels des États-Unis, mais on peut aussi voir comment finalement les stratégies dans la politique étrangère américaine, bah, il y a aussi une rupture. Alors évidemment une rupture avec son prédécesseur, hein, Joe Biden, ça c'est évident. Bon, c'est évident sur le cas de l'Ukraine, mais également sur la guerre aujourd'hui à Gaza. Et peut-être qu'on pourrait, là encore une fois, se demander si, alors cette fameuse diplomatie qu'on qualifie souvent de transactionnelle, se demander si finalement c'est pas inscrit si Donald Trump se réfère pas à une histoire ancienne qui est à remonter jusqu'à Washington, etc., sur cette idée que finalement les Américains n'ont pas d'alliés, à finalement une approche très unilatérale des États-Unis, ou alors c'est véritablement une rupture. Donc là, peut-être pour formaliser un peu plus, euh, est-ce qu'on a une rupture fondamentale dans la façon d'envisager la diplomatie chez Donald Trump, ou alors est-ce que finalement on revendique un attachement à peut-être des valeurs historiques américaines? Quel est peut-être le rapport qu'entretient Donald Trump avec l'idée même de multilatéralisme? On a l'impression que le multilatéralisme chez Donald Trump, en tout cas encore une fois de ces 2 derniers mois, a littéralement volé en éclats. Et est-ce que ça amène aussi, et peut-être, je ne sais pas, est-ce que ça amène à repenser la question de la paix? On sait, enfin, on soupçonne Donald Trump de vouloir obtenir le prix Nobel de la paix. Est-ce qu'il y a une pensée de la paix chez Donald Trump, au moins chez Donald Trump ou ses conseillers, dirons-nous. Alors qu'il veuille obtenir le prix Nobel de la paix, ça c'est évident, pour la seule et unique raison que Obama l'a eu. Mm. Et Obama l'a eu avant même, de mettre en place, sa politique étrangère. Et ça, c'est un truc qu'il n'a jamais supporté. Mm. Parce que la personnalité de Trump, et sans faire, d'analyse psychologique fine, on n'a pas besoin de ça, c'est la personnalité de Trump est très, très fortement guidée, j'allais dire par la revanche, mais en fait, c'est plus que ça maintenant. J'ai l'impression que c'est plus de l'ordre de la vengeance. Mais en l'occurrence avec, c'est plus la vengeance sur Biden et tout ça et sur les opposants, mais la revanche sur Obama, ça, c'est évident et il veut absolument obtenir le prix Nobel de la paix. C'est pour cela c'est notamment pour cela, qu'il est extrêmement pressé pour le cessez-le-feu en Ukraine, que lui, a tendance dans la confusion des termes, on revient un peu au sujet précédent, à assimiler à la paix, alors que le cessez-le-feu, tout le monde sait que ce n'est pas la paix. Pour pouvoir dire: «Vous voyez, moi, j'ai obtenu un cessez-le-feu, maintenant les États-Unis peuvent se désengager d'Europe et si le conflit reprend, dans tel ou tel territoire, Ukraine ou ailleurs, ça sera p moi je n'y serai pour rien, moi j'aurais fait le cessez-le-feu, c'est bien que vous ne savez pas vous débrouiller entre vous». Donc ça, c'est sûr. Après,
au-delà des motivations très personnelles et très revanchardes qui sont pas de l'ordre de l'anecdotique, hein, qui sont vraiment très, très importantes quand on regarde tout le programme politique et le projet de société de Trump, qui sont pas d'ailleurs nécessairement les superposables, projet et programme. Quel est le plan en politique étrangère? Eh bien, je ne sais pas quel est le plan, c'est difficile de savoir. C'est difficile d'être sûr. Autant, quand on regarde les précédents présidents, démocrates ou républicains, on voit à peu près, même si on généralise sans doute, à outrance, à quel, grand courant, idéologique ou de pensée ils peuvent se référer, dans leur politique étrangère. George Bush II, c'était, beaucoup le néoconservatisme, les néoconservateurs, un peu Reagan aussi, alors que George Bush père, c'était, plutôt une politique, qu'on appelle realpolitik, une politique réaliste. Ce qui était sans doute le cas d'Obama, je pense aussi, un président plutôt dans la realpolitik, mais quand même guidé par un certain nombre de valeurs que l'on va retrouver aussi, chez Biden, c'est-à-dire un certain nombre de valeurs de promotion de la démocratie et du libéralisme à l'étranger, héritées de l'après 45. Je dis de manière très, très globale, mais c'est quand même, c'est quand même ça. Ça ne veut pas dire que les intérêts américains passent pas avant tout le reste, hein, y compris chez Biden qui a eu une politique protectionniste extrêmement forte, Obama aussi. Mais il y avait quand même l'idée que les États-Unis étaient, chez les présidents républicains ou démocrates depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, que les États-Unis étaient guidés, par des valeurs un peu de guide, de liberté, libéralisme économique, libéralisme politique, valeurs démocratiques, droits humains, et cetera. Tout ça, c'est fini. C'est terminé. C'est-à-dire que, les c'est vraiment un retournement complet de l'ordre mondial de 1945 que les États-Unis ont très largement, créé. Aujourd'hui, on a du mal à voir par quoi ça c'est en train d'être remplacé, même si, on commence à avoir un certain nombre d'éléments de réponse. Et c'est aussi une différence par rapport au premier mandat de Trump, où là, effectivement, on pouvait parler d'une politique étrangère transactionnelle. Je ne crois pas que ce soit encore complètement le cas. Ou alors transactionnelle avec certains dictateurs, mais d'homme à homme. C'est très nettement le cas, je crois, avec Poutine. C'est très fort, très probablement avec Poutine. Et peut-être avec le président Xi aussi, on ne sait pas encore parce que la Chine est étrangement silencieuse en ce moment et les propos de Trump vis-à-vis de la Chine sont très, très sibyllins. On ne parle pas beaucoup de la Chine, mais très probablement qu'on est dans la transaction avec ces dictateurs-là. Et j'ajoute un élément pour complexifier les choses encore, la part de la transaction qui concerne les intérêts, des pays et les intérêts des entreprises Trump et des amis entrepreneurs de Trump, la part entre les 2 est difficile à établir et très probablement que c'est les 2 à la fois. C'est le cas sur la question du Groenland et cetera, on pourrait y revenir aussi. La confusion entre les intérêts particuliers de l'écosystème économique Trump et de ses amis et les intérêts généraux et l'intérêt général, pardon, des États-Unis, tout ceci est très étroitement entremêlé avec, l'effet pervers le plus saillant étant bien sûr des questions de conflit d'intérêts. Je crois qu'on est en plein là-dedans. La rupture avec le multilatéralisme, c'est évident. C'était déjà le cas dans le premier mandat de Trump avec la sortie de l'OMS, sortie de l'UNESCO, sortie de l'accord de Paris sur le climat, et de tout un tas d'autres accords commerciaux, sans parler de la fin de l'accord sur le nucléaire iranien, qui était aussi une revanche par rapport à Obama et une promesse faite à Israël par ailleurs. Là, on est là-dedans puisque sortie de l'OMS, ressortie de l'accord de Paris sur le climat, probablement demain ressortie de l'UNESCO. Peut-être, mais il envisage de le faire, je pense que ce sera plus difficile de sortir de l'OTAN, c'est tout à fait envisageable, hein, tout envisageable, voire de l'OMC. Nous verrons. À chaque jour, suffit son lot de nouveautés. Donc ça et que Biden avait remis en fait après quand il est arrivé, il est revenu dans l'UNESCO, il est revenu dans l'OMS et cetera. Et la conviction que, l'ordre mondial d'après 45, d'un équilibre des puissances, d'une solidarité avec les démocraties occidentales, tout ceci est obsolète et qu'il faut revenir peut-être à un monde, antérieur,
au 19e siècle, par exemple, où les États-Unis étaient une puissance expansionniste avec des tendances impérialistes, pour ne pas dire coloniales. Aujourd'hui, on le voit un petit peu. Mais la composante morale est abandonnée. Et la dimension impérialiste, et elle est réaffirmée presque chaque jour avec les velléités extrêmement sérieuses de s'emparer du Groenland. C'est très sérieux tout ça, hein. De prendre le contrôle du canal de Panama, d'évacuer la population de Gaza pour en faire un complexe touristique, probablement financé par, je ne sais pas, l'Arabie Saoudite ou d'autres, qui serait la contrepartie du fait de leur redonner une place de choix sur la scène internationale en accueillant les négociations sur l'Ukraine. Ça, c'est de la transaction, si vous voulez. C'est de la transaction, mais pas tellement pour l'intérêt général des populations et pas du tout pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, il y a une dimension impérialiste, il y a une dimension néocoloniale. Considérer en considérant que dans le monde, il y a les forts et les faibles, et que la diplomatie n'est pas une affaire de gagnant-gagnant, mais nécessairement de gagnant-perdant. Voilà, et seul compte les grandes puissances, et c'est pour ça qu'il a, quelle que soit la couleur politique et le projet politique de ces grandes puissances, c'est pour ça qu'il a une admiration encore plus affirmée pour des dictateurs comme Poutine ou Xi, et peut-être aussi Kim Jong-un, même si on n'en a pas encore entendu parler. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'essaie de la reprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une rupture avec l'ordre mondial de 45. Qu'est-ce qui va en ressortir? Comment les anciens alliés des États-Unis vont riposter, vont reconfigurer leur propre partenariat, c'est en cours. Et puis, c'est une rupture aussi par rapport à tous les présidents précédents, mettons depuis moins les années 80, mais sans doute avant. On pourrait remonter plus avant, où on savait qu'ils étaient attachés à une doctrine de relations internationales, soit les néoconservatoires, soit le réalisme, soit l'idéalisme avec un certain nombre de valeurs à défendre. Tout ceci est en train de voler en éclats et de manière très brusque. Hmm. Alors, j'avais peut-être une question qui recroise un peu les deux thématiques là qu'on vient d'avoir. Est-ce qu'il existe, alors, enfin, des contre-pouvoirs à la politique de Donald Trump très personnelle? Alors, je vois deux choses qui rejoignent un peu ce qu'on disait. Alors, on commence à voir quand même la justice américaine, des juges commençaient à s'émouvoir d'un certain nombre de choses, y compris à la Cour suprême, devant des attaques plus ou moins directes, notamment sur ces accusations de corruption. Est-ce que, bon, jusqu'où la justice et la Cour suprême, dont on sait elle est plutôt elle est républicaine aujourd'hui, peut ou apparaît être comme un contre-pouvoir, ou alors il n'y a rien à y attendre, il y a rien à attendre de ce côté-là. Et puis quand même aussi autre chose dont j'imagine Donald Trump est assez sensible, c'est le milieu financier quand même, qui s'émeut un peu quand même notamment de cette guerre commerciale, de la façon dont elle est menée, dont on voit quand même Wall Street un peu trembler ces derniers temps. Donc je me demandais si quand même derrière cette personnalisation à outrance quand même de cette présidence Trump, est-ce qu'on peut justement de la part de la justice et de la part des milieux financiers voir peut-être oui, un contre-pouvoir tout simplement. Alors, c'est une présidence qui est ultra personnifiée, vous avez raison, mais c'est tout un écosystème qui lui a prêté allégeance et qui a été choisi, je pense aux ministres, mais aussi aux conseillers, ce qu'en France on appellerait les conseillers d'un cabinet ministériel. C'est pas tout à fait comme ça là-bas, mais c'est quand même le même principe. À qui on demandait dans les entretiens d'embauche qui a gagné l'élection en 2020, que pensez-vous du 6 janvier? En fonction, ça faisait partie un peu des tests à l'entrée. Donc c'est très personnifié évidemment, mais c'est quand même tout un écosystème qui le suit mordicus. Et donc ça m'amène à vous répondre sur les contre-pouvoirs. Le Congrès à courte majorité républicaine au Sénat et à la Chambre
lui prête aussi allégeance du côté républicain. Il y a quelques rares voix qui commencent à s'élever, et ça va continuer sans doute parce que les prochains votes du budget fédéral, ça va être dévastateur pour un certain nombre de politiques publiques qui, si elles sont supprimées ou très largement amputées, vont pénaliser les élus dans leur circonscription. Je pense aux coupes annoncées dans les dépenses sociales, la santé par exemple, ou les aides aux anciens combattants, etc. Mais pour l'instant, les élus républicains au Sénat comme à la Chambre des représentants, donc dans le Congrès, lui prêtent eux aussi allégeance parce que ils sont menacés. Mhm. Ils essuient des menaces prenons le Sénat par exemple. Le Sénat, donc il y a les élections de mi-mandat en novembre 2026 où à peu près un tiers du Sénat et l'intégralité de la Chambre des représentants vont être renouvelés. Il y a plus de sénateurs républicains que de sénateurs démocrates qui vont remettre leur siège en jeu. La Chambre des représentants, pour ceux qui ne savent pas, est renouvelée intégralement tous les 2 ans. Donc on est tout le temps en élection. Et le Sénat, c'est tous les 6 ans, parce que c'est renouvelé par tiers, etc. Et donc, enfin, selon les échéances électorales, il y a plus ou moins de sénateurs de chaque bord qui remettent leur siège en jeu. Là, c'est plus de sénateurs républicains que démocrates. Donc, ils ont peur, s'ils ne suivent pas aveuglément la politique de Trump, donc c'est quand même la séparation des pouvoirs, on y revient, de se voir opposer des adversaires dans les primaires, donc dans les élections au sein même du Parti républicain pour se présenter face aux démocrates dans leurs circonscriptions. Mais plus que ça, ce sont des menaces sur leur famille, sur leur propre, sur leur entourage. On dévoile, par exemple, le nom de l'école de leurs enfants sur les réseaux sociaux. On les menace à leur domicile, etc., etc. Et sans parler des raids habituels du cyberharcèlement. Et on rappelle que les 1500 personnes qui avaient été condamnées dans l'insurrection du 6 janvier 2021 ont toutes été graciées. Et ce sont un certain nombre d'individus qui, maintenant, eux ou d'autres autour d'eux, se sentent complètement ont un sentiment d'impunité totale, puisqu'ils sont graciés par le président des États-Unis. Donc, ils peuvent continuer finalement à contester les élections, à menacer, à être violents. Enfin, cette réalité, elle est là. Donc, en termes de contre-pouvoir au monde législatif, Mhm. pas trop. Effectivement, le gros contre-pouvoir, c'est évidemment l'opposition démocrate, mais pour l'instant, elle est plutôt dans un état de sidération. Elle cherche à se reconstruire. Et très franchement, aux États-Unis, si vous avez des liens aux États-Unis aujourd'hui, les gens sont dans un moment où ils cherchent à sauver leur peau, ils cherchent à sauver leur job, ils cherchent à sauver, leur... il y a beaucoup de solidarité locale pour essayer de s'en sortir. Donc, on n'est pas encore dans une mobilisation organisée au niveau de l'opposition politique. Effectivement, la justice, hop, séparation des pouvoirs encore, semble être le lieu le plus propice à l'opposition aujourd'hui, au contre-pouvoir, mais les décisions de justice qui sont prises pour par exemple, contester le pouvoir de Musk, hein, qui constitutionnellement n'a absolument aucune prérogative pour décider unilatéralement de couper dans des budgets fédéraux décidés par la loi, par Mhm. exemple, ou de licencier des gens. Enfin, ces décisions, beaucoup de choses sont contestées en justice aujourd'hui, des dizaines et des dizaines de procès qui sont intentés. Certaines décisions commencent à être rendues publiques, je vais y arriver. Seront-elles respectées? Non, Mhm. je ne crois pas. Et pour la Cour suprême, c'est intéressant parce qu'effectivement, même les juges de la Cour suprême, donc il y a 6 conservateurs, voire ultra-conservateurs et 3 progressistes. Je dirais plus conservateurs et progressistes que démocrates et républicains parce que bon, c'est proche, mais ce n'est pas des membres d'un parti politique. Ils commencent à être aussi menacés par Trump qui les enjoint à prendre telle ou telle décision. Par exemple, là, il a dit, on s'en fout de toutes les étapes judiciaires sur la remise en cause du droit du sol. C'est à vous, Cour suprême, à trancher demain et vous avez intérêt à aller dans mon sens, à savoir
remise en cause de ce droit. C'est pas comme ça que ça se passe pour tous les juges, et notamment pour 2 juges conservateurs, hein, qui sont, eux, très attachés à la réputation de l'institution et qui n'ont pas envie, hein, peut-être, demain de se faire, traduire devant une cour martiale, enfin l'équivalent d'une cour de justice de la République. Cour martiale, c'est plus pour l'armée, mais bon. C'est le président de la Cour suprême, John Roberts, et puis Amy Coney Barrett, la dernière nommée par Trump, qui est quand même attachée, les deux qui sont attachés au respect des institutions, au respect de la Constitution, et qui commencent à dire non, mais c'est pas parce que un juge ne va pas dans votre sens, Monsieur le Président, qu'on doit lui intenter à son encontre une procédure de destitution, comme l'a dit John Roberts hier ou avant-hier. Donc, on est dans l'incertitude, mais effectivement, si cette séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire vole complètement en éclats, que les juges démissionnent ou qu'ils soient destitués, ou que finalement la Maison-Blanche passe outre les décisions de justice, on sera aux États-Unis dans une crise constitutionnelle majeure et dans une crise démocratique absolument inédite. Mais pour l'instant, Mm. on ne sait pas. Mm. J'ai l'air de noircir le tableau, mais en fait non, parce que c'est réel en fait, hein. C'est les mots, c'est les actes, c'est ce qui se passe en vrai. Mm. Et aujourd'hui, les milieux financiers, par exemple, on voit Alors des pardon, je n'ai pas répondu. Alors les milieux financiers me semblent être aujourd'hui un contre-pouvoir plus influent et plus puissant, puisque sur Mm. les droits de douane, et c'est vrai que vous avez parlé des droits de douane tout à l'heure, j'ai pas rebondi dessus. La question des droits de douane, c'est un sujet très intéressant, parce que là, vraiment, on a l'impression qu'il n'y a pas de plan très cohérent, hein. Certaines décisions sont prises par Trump unilatéralement un jour, et puis le lendemain, il change d'avis, voire plusieurs fois dans la même journée. Il a la conviction que le monde entier, en tout cas les démocraties, les autres démocraties, arnaquent les États-Unis. Que les États-Unis se font arnaquer par la planète entière, par certains pays plus que d'autres, en matière de droits de douane, et en particulier l'Europe, avec une confusion de droits de douane, TVA, l'entrée, etc. Et que donc, pour pallier cette arnaque, entre guillemets, il faudrait imposer aux principaux partenaires commerciaux des États-Unis des droits de douane prohibitifs pour à la fois les punir. Ils sont vraiment très méchants. Nasty, nasty Canada, hier, one of the nastiest countries in the world. Bon. Et en plus, les droits de douane, dans l'idée de Trump, auraient vocation à combler une partie du déficit fédéral qui va continuer d'être creusé sous Trump très probablement, parce qu'il a prévu de faire de nouvelles exemptions fiscales, de nouvelles déductions fiscales pour les grandes entreprises et pour les ménages les plus aisés. Donc, il va bien falloir essayer de compenser quand même, surtout si, même si on coupe dans les dépenses sociales, ça ne suffira pas. Donc, effectivement, après que ces décisions ont été prises sur plusieurs jours d'augmenter très fortement les droits de douane, eh bien, les marchés financiers se sont effondrés. Ils ont perdu en quelques jours tous les gains qu'ils avaient faits depuis l'élection de Trump, qui avait suscité une certaine euphorie dès le 6 novembre dernier. Parce qu'il y a une inquiétude en termes d'incertitude économique. Les marchés financiers détestent l'incertitude économique. La perspective d'une très forte augmentation de l'inflation et de menaces sur la survie économique de certaines entreprises qui vont devoir augmenter leurs prix, et donc peut-être auront du mal à vendre. Et au-delà de ça, d'une possible récession. On commence à entendre parler chez certains économistes d'une possible récession. Donc effectivement, ils changent d'avis aussi, parce que même s'ils s'en défendent, parce que les marchés financiers sont menacés ou se sentent menacés par ces décisions-là. Donc effectivement, c'est un contre-pouvoir aujourd'hui qui semble avoir plus l'oreille et l'attention de Trump que le fonctionnement des institutions. Mm. Merci beaucoup. J'ai une petite question, Marie-Cécile Nave, sur les contre-pouvoirs. Est-ce qu'on peut considérer que les États démocrates, je prends l'exemple de la Californie, il y en a d'autres, hein, mais par rapport au fonctionnement de la démocratie américaine, est-ce qu'on peut considérer qu'un État démocrate fait figure de contre-pouvoir? Un État comme la Californie, qui est la 6e ou 7e économie mondiale, oui, c'est-à-dire qu'il y a et d'ailleurs,
Gavin Newsom l'a dit, il n'en parle plus trop en ce moment, mais il a dit que tout ce qu'il pourrait faire pour s'affranchir autant que possible de l'État fédéral de Washington, il le fera, notamment sur les questions environnementales, sur les questions sanitaires, sur peut-être aussi les questions scolaires, et sans parler de la science. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, pour certains États comme ça très riches et qui ont déjà qui avaient déjà sous le premier mandat mis en place ou développé des prérogatives de mise à distance par rapport au pouvoir fédéral. Oui, mais enfin, ils sont quand même tenus de respecter la loi fédérale avant les lois dans leur propre dimension locale. Mmh. Mais par exemple, en termes économiques, ça pourrait être développé, parce que ça, c'est pas c'est moins de l'ordre de la loi, hein. Ils pourraient décider de privilégier des partenariats économiques nouveaux ou de, euh, de, de s'allier avec ceux qui sont s'allier. Enfin, imaginons des traités. Enfin, je sais pas très bien en termes juridiques comment c'est possible, mais pas forcément quelque chose qui a valeur de un traité, parce que ça a quand même valeur juridique, mais des partenariats sous une plus ou moins formalisés dans le droit avec le Canada, avec le Mexique, avec l'Europe, pourquoi pas avec certains pays asiatiques aussi, parce que Mmh. c'est plus proche. Peut-être que sur le terrain économique aussi, il faudra suivre la manière dont certains États, dont par exemple la Californie ou peut-être Mmh. l'État de New York, qui sont les deux États riches aussi, pourraient contourner un certain nombre de, de décisions de la Maison-Blanche qui, dans un but de lutter contre l'appauvrissement des États-Unis, pas seulement pour des raisons morales ou éthiques, Mmh. voilà, mais aussi pour des raisons d'efficacité économique et de lutte contre la récession. Oui, ça c'est tout à fait possible, et peut-être que déjà des discussions sont engagées avec des États comme la Californie et le Canada. C'est tout à fait... Mmh. j'ai rien lu à ce sujet-là, mais c'est possible, hein. Faudra suivre. Mmh. Anne, Henri, d'autres Moi, c'est bon, si tu veux. prolongements ou, Oui. Je voulais rebondir sur tout à l'heure une remarque que vous avez faite par rapport au Groenland et Canada et Panama, pardon, et Canada aussi. Là Vous aussi, disiez que voilà, ouais, vous disiez qu'en fait ces prétentions étaient sérieuses. Nous, ça nous semble tellement ahurissant. Est-ce que vous pourriez un petit peu étayer ce propos? alors, Groenland et Panama, c'est pas tout à fait la même situation, puisque le Panama est un pays à part entière, et le canal de Panama est contrôlé par les autorités du pays de Panama, mais avec des concessions économiques qui dépendent de certains pays, et au premier rang desquels la Chine. Et donc, là, on va être dans une concurrence économique extrêmement féroce euh, avec la Chine, que le Panama serait contraint d'arbitrer. C'est un peu ce qui s'est passé avec les premières menaces que Trump a formulées à l'encontre du Panama. On est plutôt dans une pas dans une concurrence pour prendre la direction du pays, contrôler le pays, mais contrôler les entreprises qui gèrent le trafic au niveau du canal de Panama. Le Groenland, c'est pas la première fois que les États-Unis envisagent de prendre possession ou le contrôle du Groenland, hein, Truman, me semble-t-il, et puis même Trump, il en avait parlé dans son premier mandat. Mais là, ça devient très sérieux. C'est pas un territoire souverain, mais c'est pas un territoire qui est non plus sur lequel le Danemark est souverain. C'est un territoire qui est une sorte d'autonomie dont je ne connais pas toutes les subtilités juridiques, mais il suffirait je pense, d'obtenir l'adhésion des populations locales et des autorités locales pour en prendre le contrôle. Pas nécessairement le contrôle sur le fait d'annexer, mais allez savoir, d'annexer pour en faire, pour le coup, le 51e État, mais
par une sorte des partenariats publics-privés, permettre l'exploitation des sous-sols et le contrôle des circuits maritimes sous la direction d'entreprises privées. Et je pense en particulier aux entreprises Trump. Parce que c'est le fils aîné de Trump qui est allé faire ce petit voyage là-bas avec une mise en scène tout à fait intéressante, hein, où il s'est entouré il a donné 50 $ aux clochards du coin pour qu'ils mettent une casquette MAGA et disent Vive Trump. Enfin, c'est ça, mais ça fait des images montrant, voilà, la population locale me soutient. Ça, je pense que c'est non seulement tout à fait envisageable, mais très sérieusement envisagé. Et bah, c'est une terre extrêmement riche en sous-sol, mais c'est aussi une terre de contrôle des eaux marines, de contrôle des mers et des circuits, des circuits, ça serait aussi pour contrer la Chine et ceci avec l'aval de la Russie. Je ne serais pas étonnée que ce soit dans le package de l'arrangement avec Poutine. Mais je n'ai pas d'éléments objectifs, pour le dire, mais ça ne m'étonnerait pas. À toi l'Ukraine et à moi le Groenland, quelque chose comme ça. Donc oui, je pense que c'est très sérieux, mais encore une fois, c'est dans les 2 cas, Panama, Groenland et Gaza, finalement, c'est la même chose. C'est d'abord, l'exploitation des terres, c'est d'abord l'argent. C'est un raisonnement par l'argent, c'est un raisonnement par l'annexion à des fins économiques. Ce qui est différent de, par exemple, ce que Poutine a en tête avec les territoires russophones, qui est moins du ressort de l'économie, même si, bon, les petites phrases qu'on a entendues hier entre les lignes sur l'annexion d'Odessa, c'est ce que je retiens d'hier, c'est aussi des enjeux économiques et maritimes pour Poutine, mais chez Poutine, on est beaucoup plus dans le symbolique, dans l'identitaire, dans cette volonté d'expansion territoriale, que chez Trump. Trump, le premier truc quand même, c'est l'exploitation économique. D'ailleurs, il ne parle pas de territoire, il parle de land, de terrain, des terrains exploités, etc. Mais oui, c'est très très sérieux, ça, il faut le prendre au sérieux. Le Canada sera plus dur quand même. Bien, on arrive à la moitié de notre visioconférence. Anne-Henri, si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être se tourner vers les questions qui arrivent dans le chat. Alors, on avait une première question sur la stratégie de Trump par rapport à la présence des États-Unis en Asie. Et est-ce qu'on est là encore dans un scénario de rupture par rapport à ses prédécesseurs ou est-ce qu'il y a une forme de continuité dans sa politique Asie-Pacifique? Alors, on n'a pas trop d'éléments encore pour répondre avec précision, parce que pour l'instant, ça ne s'est pas trop présenté dans les allocutions et dans les décisions prises. Néanmoins, sur le fond, il ne devrait pas y avoir d'inflexion majeure par rapport à la diplomatie du pivot d'Obama, c'est-à-dire partenariat avec un certain nombre de pays asiatiques pour contrer l'influence de la Chine, ou Biden avec AUKUS, par exemple. Il s'agit bien d'éviter que la Chine étende sa sphère d'influence à partir du moment où elle menace les intérêts, notamment économiques des États-Unis. Néanmoins, je vois quand même arriver que sur la forme, ça pourrait prendre des configurations différentes, avec étant donné que le multilatéralisme dont on a parlé tout à l'heure est très, très largement menacé. Moi, je pense que le partenariat AUKUS a du plomb dans l'aile. En plus, AUKUS, ça a vous savez, cette histoire sur les partenariats sur les sous-marins, là, avec le Royaume-Uni et l'Australie pour contrer l'influence de la Chine. Il y a aussi des enjeux cyber, il y a aussi des enjeux de renseignement et d'espionnage. Et quand on voit la tournure que prennent les collaborations des États-Unis avec leurs partenaires traditionnels sur le plan du renseignement, ça a quand même du plomb dans l'aile. Et ensuite, si les États-Unis, comme c'est quand même
la très probable tendance, pour ne pas dire plus, abandonne l'Ukraine. Il n'y a aucune raison qu'ils aillent défendre Taïwan si la Chine a envie d'envahir Taïwan. Vous répondez à la question suivante. Bon, après, c'est peut-être aussi pour ça que la Chine vote avec les États-Unis et la Russie sur la résolution concernant l'Ukraine aux Nations Unies. Hein. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais enfin, bon, je vois mal aller défendre Taïwan s'ils ne défendent pas l'Ukraine. Ce qui n'enlève rien au fait qu'en termes de zone d'influence économique, il y aura il peut y avoir une certaine tolérance vis-à-vis de la zone d'influence chinoise et l'expansion chinoise, à condition que ça ne mette pas en péril les intérêts économiques américains directs. De là à aller défendre des territoires qui ne concernent pas les intérêts directs des États-Unis, non. Donc, à la fois continuité, parce que c'est quand même le grand rival, la Chine, mais rupture dans les modalités, dans la forme. Pour ce qu'on en sait jusqu'à aujourd'hui. Parce que... Bien sûr. Une question, alors on revient à la question des États. Une personne pose la question, on reprend l'exemple de la Californie et pose la question de l'éventualité d'une sécession. Voilà. Non, ça me paraît... Enfin, bon, tout est possible avec 32, hein, mais les modalités pour sortir de la nation des États-Unis sont quand même très complexes constitutionnellement. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, non, je ne vois pas pour l'instant. Mais ça peut... Sans doute que les gros États démocrates comme ça vont utiliser tous les leviers qui sont les leurs en matière de prérogatives, de subsidiarité, quoi, de prérogatives qui leur sont propres, et peut-être de nouveaux leviers qu'ils vont inventer pour se désolidariser de l'État fédéral. Oui. Une sécession, la dernière fois, c'est mal terminé quand même. C'est pas pour qui. C'est trop compliqué constitutionnellement de faire ça. Et puis non, je pense pas. Alors, on a une question sur l'ONU, le rôle, la place de l'ONU dans la politique trumpienne. L'ONU est un ennemi. L'ONU, c'est le multilatéralisme par excellence. Et en plus, c'est les droits de l'homme. Alors, bon, les États-Unis se sont désengagés là, de plusieurs conseils des droits de l'homme. Désengagés, ça ne participe plus et ne finance plus. Voilà. L'ONU n'attire que condescendance et méfiance vis-à-vis de Trump. L'ONU est assez silencieuse, je trouve, sur ce que fait Trump, sauf quand même il me semble, des déclarations récentes sur les menaces contre la démocratie aux États-Unis. Mais non, l'ONU n'existe pas pour la deuxième présidence Trump. Alors, une question sur l'Union européenne, question un peu très ouverte, un peu générale. Est-ce qu'elle est capable d'imposer un contre-modèle économique, commercial? Il me semble deux choses. Il me semble que on est en train de prendre... on a pris conscience en Europe. Quand je dis Europe, c'est UE et au-delà. Il y a aussi le Royaume-Uni qui revient dans la bataille, comme s'il revenait sur le Brexit d'une autre manière. Plus évidemment des pays qui ne sont pas dans l'UE, hein, je pense à Norvège et certains pays d'Europe orientale. Donc, en fonction des sujets, c'est l'UE. En fonction d'autres sujets, c'est une partie de l'UE et d'autres pays hors UE. Il me semble qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui assez quasiment unanime que oui, il faut constituer une force à la fois économique, diplomatique et bien sûr militaire pour faire face au désengagement, au retrait, voire à l'inanimosité
l'ancien grand allié historique. Les structures sont en train d'être posées. On n'est pas que dans le discours, on est en train de réfléchir à des mécanismes de financement pour se réarmer, pour acquérir enfin une autonomie stratégique. Je dis enfin parce que ça faisait quand même plusieurs années que les choses étaient en débat, et le retournement le plus spectaculaire étant sans doute celui de l'Allemagne. Ça, c'est tout à fait incroyable de voir en quelques semaines comment l'Allemagne a complètement retourné sa manière de voir, notamment sur la question militaire. Ensuite, les modalités pratiques et la temporalité, ce sont deux grandes inconnues. Ça va prendre énormément de temps, en particulier sur le plan militaire, mais peut-être que sur le plan économique, ça peut aller plus vite en jouant pas seulement sur la rétorsion en termes de droits de douane. Ça peut être, on peut envisager, moi je sais pas, hein, mais on peut envisager d'utiliser les mêmes tactiques de Trump, de l'ordre de la menace, de l'intimidation, en disant par exemple: «Ah, vous allez nous mettre 200% de droits de douane, OK, maintenant on ferme notre on va fermer notre marché certains produits américains, et on va tout vendre à la Chine, qui en plus a un énorme besoin d'écouler sa marchandise et ses services, vu que son marché intérieur c'est restreint. Pourquoi ne pas On peut envisager pas forcément ce type de mesures mises en pratique, mais ce type de menace, puisque les négociations, la rhétorique et les stratégies de négociation commerciale et diplomatique d'une manière générale sont en train d'être complètement renouvelées, et c'est aussi tout un cheminement, tout un habitus, je pourrais dire, toute comment dire? Des schémas de pensée, des habitudes diplomatiques qui, en Europe, ont besoin d'être complètement renouvelés. Sur certains sujets, il faut l'unanimité des 27, sur d'autres, ce n'est pas la peine, comme la défense, par exemple, puisque la défense n'est pas une prérogative de l'UE, donc précisément tout est à inventer. Il me semble, pour répondre brièvement à la question, enfin synthétiquement à la question, que la volonté est là, que les structures se mettent en place, mais que les modalités et les déclinaisons concrètes, évidemment, vont prendre du temps. Ça ne peut pas se faire en quelques semaines. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'avait pas été anticipé ni dans l'intensité de l'intention, ni dans la rapidité des premières décisions qui sont prises par la présidence Trump. Et en plus, enfin, j'ajoute que cette prise de conscience a été très grandement facilitée par la manière dont J.D. Vance s'est adressé aux Européens par 3 fois. 2 fois dans la même semaine, il les a insultés, à Paris puis à Munich. Vraiment, ça a été très, très mal perçu. Plus la séquence qui restera dans les annales, et peut-être dans les livres d'histoire, vous nous direz ça, dans le bureau ovale, en présence de Zelensky. Ça a eu un effet mobilisateur sur les Européens. Quand je dis les Européens, c'est européens au sens, pas forcément institution européenne, dans l'acception stricte du terme. Alors, dans ce contexte, et je relais une autre question, qu'est-ce qui pousserait Trump à rester dans l'OTAN? Il ne peut pas en sortir facilement. Mmh. Il peut pas décider tout seul, ça, hein. Là, pour le coup, vous allez me dire, j'ai dit tout à l'heure qu'il pouvait aller au-delà des ne pas respecter la loi. En 2023, le Congrès américain a voté, a voté une loi, ouais, pour empêcher le président des États-Unis de décider unilatéralement de sortir de l'OTAN. Donc non, il y a quand même un certain nombre de choses qui l'empêchent de le faire. Mais il peut tout à fait, ça peut prendre un certain temps, mais il peut tout à fait décider de le mettre en pratique. Hem, hem, Collègue à l'IRIS, Jeff Hawkins, qui a été, ambassadeur, pour les États-Unis en Afrique notamment, dit que si Trump décide de sortir de l'OTAN, il saccagera l'OTAN avant de partir. Mmh. C'est-à-dire il, il ruinera la gouvernance, il montrera les gens les uns contre les pays les uns contre les autres. Enfin, il essaiera d'en saccager un peu plus la légitimité et le fonctionnement. Mais bon, à court terme, non, parce que ça veut dire qu'il se prive aussi d'une certaine solidarité au cas où les États-Unis sont attaqués. C'est possible, hein, ça rendra les États-Unis quand même vulnérables, hein, au niveau international. Surtout s'ils décident de baisser leur budget de la défense. Bon, à voir.
Peut-être il sera réorienté vers autre chose. À court terme, je pense pas, mais c'est envisageable à moyen terme, effectivement, mais ça voudrait dire pour lui, fragiliser l'institution de l'intérieur avant de partir. Alors, vous avez évoqué l'Afrique, justement. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle sur la vision de Trump par rapport au continent africain? Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Ça intéresse pas trop, je crois. Le premier mandat, ça l'avait pas tellement intéressé. Ce qu'il fait pour l'Afrique, la plus grande décision qu'il a prise pour l'Afrique, c'est l'annulation de USAID. C'est-à-dire, l'aide au développement, mais aussi l'aide de lutte contre les épidémies, l'aide à l'alphabétisation, la défense d'une information libre et éclairée, et c'est surtout la fin des aides de lutte contre, les épidémies et la prévention des épidémies, hein, notamment, lutte contre le sida en Afrique, subsaharienne. Donc on peut traduire par un mépris pour, les populations vulnérables. Et à part ça, je vois pas trop. Ça fait peut-être partie, des arrangements avec, la Russie et la Chine. C'est-à-dire, bon, l'Afrique, je vous la laisse. Moi, je vois un peu comme ça. Mais après, j'ai pas de certitude. Mais Hmm. un désintérêt. Je pense que la suppression de USAID, c'est quand même un marqueur fort d'un désintérêt total pour l'Afrique. Parce que Hmm. c'est pas seulement on s'en fout que vous soyez malade, que vous ayez le sida, que vous n'alliez pas à l'école, c'est pas mon problème. C'est plus que ça. C'est-à-dire que ça crée aussi, ça va créer du ressentiment en Afrique vis-à-vis des États-Unis, puisqu'il y a une grande partie des budgets nationaux. En Afrique vivait enfin, une grande partie des pays, pardon, voyaient leur budget exister grâce aux États-Unis. Donc, ça va créer des inimitiés en Afrique. Ça affaiblit considérablement le soft power et l'influence des États-Unis sur le continent africain. Donc, c'est quand même la marque d'un désintérêt, non seulement en termes de politique de solidarité, mais aussi en termes de zone d'influence. Hmm. Alors, on a justement une question précise sur le SID. Est-ce que cette décision est irrévocable? Est-ce qu'on peut déjà dresser un bilan de cet arrêt des financements C'est déjà une décision illégale. illégaux? C'est une décision illégale, c'est une décision de Musk, alors que ce sont des budgets fédéraux qui, par définition, sont votés par la loi, sont votés par le Congrès. Et d'ailleurs, la Cour suprême, la Cour suprême, avant-hier, je crois, ou là, je ne sais plus, en fait, je m'y perds parce qu'il y a trop de trucs tous les jours. La Cour suprême demande à la présidence Trump de revenir sur cette partie du gel de ses dépenses. Donc, non, c'est pas irrévocable, rien n'est irrévocable. Hein. Dans 4 ans, il peut y avoir enfin, il y aura un après. Il y aura un après. Donc, non, c'est pas irrévocable. Mais ça fait déjà des dégâts considérables aujourd'hui. C'est 40 Hmm. milliards de dollars à peu près. C'est des programmes, c'est des programmes de, de dépenses de santé, dépenses humanitaires qui du jour au lendemain s'arrêtent. Les gens qui travaillent dans les ONG sur place sont immédiatement licenciés, les fonds sont coupés, enfin les effets sont immédiats. Non, c'est pas irrévocable. Je vois Hmm. mal quand même la présidence Trump les rétablir. Hein. Hmm. Alors, autre budget coupé, celui de la recherche aux États-Unis. Quels sont les objectifs et est-ce qu'il faut y voir une volonté de réorienter euh, les recherches en question? Oui, réorienter, quand on coupe les budgets, je vois pas vers quoi à quoi on réoriente. Moi, je pense que ça fait partie d'une entreprise de l'entreprise de propagation de la désinformation. Hein. Plus un pays est éclairé par l'éducation et la science, plus il est critique vis-à-vis du pouvoir politique, alors que moins la population est éduquée et moins on promet la science, plus l'obscurantisme euh, prospère, on va dire. Et donc, c'est la méfiance vis-à-vis de la connaissance, du savoir, de l'esprit critique. C'est les marottes des régimes autoritaires. Hmm. Et la réorientation de la science, Hmm. peut-être, mais vers quoi? Ah, De la ouais. science financée par le privé, sans doute,
Je vois pas quel scientifique digne de ce nom pourrait accepter d'aller contre la méthode scientifique pour obéir à des objectifs idéologiques. Il faudrait vraiment corrompre beaucoup de gens. Quel objectif à part plonger le pays dans l'obscurantisme et arrêter de Mmh. travailler sur le climat, arrêter de Mmh. travailler sur, sur l'histoire des États-Unis, sur les sciences sociales, hein, beaucoup. Les sciences sociales, c'est vraiment l'ennemi juré. Ça permet aussi de réécrire l'histoire, d'imposer une espèce d'historiographie, j'allais dire nationale, mais vraiment un roman national, mais qui serait vraiment, pour le coup, révisionniste, puisqu'il s'agit il s'agit de nier non seulement des interprétations de l'histoire, mais aussi des pans entiers de l'histoire, de nier la période de l'esclavage, de nier la ségrégation, de nier toutes les parties de l'histoire américaine, et elles sont nombreuses depuis le départ, heu, en matière d'inégalité, de discrimination, pour essayer d'imposer une histoire officielle. Mmh. Et les menaces sur l'école aussi sont très importantes, hein. Le ministère de l'Éducation qui est vidé de sa substance, c'est pas le même que nous, c'est pas les 800 000 fonctionnaires avec les recteurs et les lycées et collèges, c'est pas comme ça. C'est plutôt un programme de redistribution des bourses et des subventions pour les élèves et les écoles qui sont moins favorisés sur leur territoire que d'autres. Tout ceci vise à s'attaquer aux plus vulnérables, on va dire, et est animé aussi, je crois, d'une idéologie contre la pensée progressiste, en fait, et contre les avancées progressistes, à savoir lutter contre les inégalités de naissance. Il y a une idéologie quand même derrière ça, mais moins les gens sont éduqués, moins ils sont critiques vis-à-vis du pouvoir en place. Et d'ailleurs, l'absence de diplôme du supérieur est un marqueur fort du vote Trump, chez les jeunes Mmh. notamment. Mmh. Donc c'est dramatique. Enfin là, on coupe aussi, je veux dire, c'est pas seulement qu'on va couper dans l'essence du climat, qu'on parlera plus des questions racistes, qu'on parlera plus de l'inégalité femmes-hommes. C'est pas ça. On va couper aussi dans les programmes nucléaires. On est en train de couper dans les programmes de recherche en santé. Donc c'est un pays qui est en train de régresser, qui va régresser sur le plan de la recherche mondiale, sur la lutte contre les maladies, et qui est en train de se mettre en danger s'il supprime les budgets en matière de recherche sécuritaire, par exemple, imaginons même la géopolitique, l'analyse des conflits, c'est, c'est c'est un pays qui devient, qui se vulnérabilise tout seul. Enfin Mmh. moi je vois comme ça, parce que tous les jours je reçois, 10 messages, soit de collègues, soit d'université ou ailleurs, qui disent: «Bah, voilà, nous». Hier j'ai reçu un truc sur les programmes sur le nucléaire. Bon, voilà, on va le remplacer par quoi alors? S'il y a plus de chercheurs pour faire, Mmh. Vous avez évoqué ces discours, tout à l'heure, J.D. Vance, une question sur J.D. Vance. Comment vous caractériseriez son rôle par rapport à Trump? On nous parle de matière grise, ou du côté sombre dans la question. Heu, Trump, il a pas eu besoin de J.D. Vance pour créer son idéologie, hein. Il a eu Bannon avant lui, il a eu Roy Cohn aussi, hein. C'est un avocat des années 80. C'est pas J.D. Vance, faut pas le présenter comme l'intellectuel de la bande, c'est pas parce qu'il a fait Yale que c'est l'intellectuel de la bande. Vance, c'est un personnage intéressant qui a beaucoup de zones d'ombre encore. Moi, mmh, j'ai un certain nombre de zones d'ombre, dans ses liens internationaux. Qui est intéressant et très, énigmatique, dans son parcours, et notamment dans son parcours récent. Parce que c'est quelqu'un qui a complètement, qui a fait un virage à 180, enfin, au sein de la droite quand même, dans un virage à 180°, qui était un anti-trumpiste véhément, qui est maintenant a le zèle des convertis.
plus trumpiste que le plus MAGA des MAGA. J'ai écrit un article sur mon site sur lui, cette semaine. Le plus MAGA des MAGA, il a vraiment le zèle des convertis. Il s'est converti au trumpisme il y a quelques mois seulement. Et il s'est converti aussi, il y a 5 ans, au catholicisme, mais catholicisme version Opus Dei. Donc, c'est pas le catholicisme libéral, on va dire, vraiment un catholicisme extrémiste qui interpelle aussi dans certains réseaux. Il est très proche de Heritage Foundation, par exemple. Il a rencontré Peter Thiel, qui est aussi dans ces réseaux-là et qui l'a amené vers les financements de la tech. Donc, c'est un opportuniste, Vance, pour le dire en d'autres termes. Clairement, c'est un opportuniste qui est attiré par la radicalité politique, mais au sens de la radicalité violente. Et on le voit dans la manière dont il parle aux alliés traditionnels de l'Amérique. Je l'ai dit tout à l'heure, les discours qu'il a tenus en Europe pour dire vive l'extrême droite, démocratie occidentale, vous allez mourir de votre libéralisme politique, en gros. Enfin, bon, il va visiter le camp de Dachau pour les 80 ans de la commémoration des 80 ans de la libération du camp, et quelques heures après, il rencontre l'AfD, il refuse de rencontrer le chancelier Scholz. Enfin, bon, voilà, c'est ça, j'ai dit Vance. Et donc, c'est quelqu'un qui est arrivé là par la tech, par les réseaux Heritage Foundation, donc les réseaux très intellectuels d'extrême droite, certains conceptuels d'extrême droite, mais aussi par la famille Trump, par les fils Trump, et dont les ambitions politiques sont pour le moins difficiles à décrypter. Il ne faut pas s'en tenir juste à la partie de sa vie où il sort d'une condition sociale extrêmement difficile, il sort d'un milieu de white trash, il arrive à Yale, etc. C'est la deuxième partie qui est finalement la plus intéressante. À partir du moment où il arrive à Yale, qu'est-ce qu'il arrive à ce personnage? Et c'est un personnage extrêmement énigmatique, donc qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'intérêt. On n'est pas à l'abri d'une rivalité un jour avec Trump, dont Trump a dit qu'il n'était pas du tout son héritier. Attention, c'est pas mon héritier. Donc c'est bien qu'il a quand même un petit peu peur de la trajectoire à venir de Vance, à suivre. Alors justement, on a une question sur un changement possible du 22e amendement qui autoriserait Trump à briguer un 3e mandat. Scénario probable ou farfelu? Non, ça me semble pas du tout farfelu. Non, 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 ça me semble pas du tout farfelu. Il y avait un article dans, je sais plus si c'est le Washington Post ou le New York Times, il y a 2 semaines de ça, sur les moyens qui pourraient, les failles, les interprétations des textes dans la Constitution qu'il pourrait tourner à son avantage, non pas pour se représenter pour un 3e mandat, parce que c'est pas possible, mais pour être sur un ticket en tant que vice-président, par exemple, et après faire en sorte que le président démissionne et c'est lui qui revient au pouvoir. Il y a des choses comme ça. Ou bien ne pas respecter, tout simplement, faire un coup d'État, tout est possible. Enfin, après, bon, il y a quand même l'âge. Je pense que ça va être le facteur, à mon avis, le facteur déterminant. Ouais. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Alors, je reprends une question un petit peu plus longue que je vais vous lire. Ce qui paraît assez sidérant dans l'actualité américaine, en plus des attaques contre la démocratie et les libertés du gouvernement MAGA, c'est l'extrême passivité du Parti démocrate qui ne semble plus jouer son rôle d'opposition. Au-delà de la simple sidération, qu'est-ce qui peut expliquer cette absence d'action qui paraît assez irresponsable compte tenu de la situation actuelle? En outre, pour agir, il faudrait un leadership. Y a-t-il aujourd'hui dans le camp démocrate quelqu'un qui pourrait incarner un candidat crédible face à Trump? Ou bien doit-on espérer que les excès de Trump finissent par agacer les restes d'un camp républicain qui pourrait alors basculer, sachant les pressions dont il pourrait faire l'objet? Alors, je ne dirais pas que le Parti démocrate est passif. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas en France qu'il est passif. Bon, Bernie Sanders, qui ne peut pas incarner l'avenir, évidemment, en termes de leadership, fait des meetings où il y a des centaines de gens, voire des milliers de gens. Il est en train d'organiser une série d'événements avec Alexandria Ocasio-Cortez aussi. Le Parti démocrate, il est divisé entre aujourd'hui la branche qui, notamment au Congrès, veut pas mettre en péril le fonctionnement des institutions, veut pas pénaliser les populations les plus vulnérables. Donc ça,
est OK pour faire un peu de bipartisanisme sur certaines lois. Là, par exemple, le relèvement du plafond de la dette pour éviter le shutdown, parce que le shutdown, ça mettrait en danger beaucoup de gens qui perdraient leur travail. Donc, ils sont prêts à voter avec les Trumpistes pour sauver les institutions. Et puis, une autre partie qui est plus dans l'opposition et qui réfléchit encore à la stratégie pour concrétiser cela. Ça se passe moins dans des manifestations, même si Sanders et d'autres font quand même des choses et c'est pas forcément très visible en France, mais ça se passe moins là que dans une solidarité sur le terrain, parce que très concrètement, il y a de grands pans de la société américaine qui souffrent aujourd'hui, des gens qui perdent leur travail, qui sont menacés par les décisions qui vont être prises en matière de politique sociale, etc. Donc, il y a une solidarité sur le terrain, il y a des engagements en politique en vue des prochaines élections en demi-mandat. Et puis, ça se joue sur les podcasts, sur les réseaux sociaux, dans le monde militant, en dehors du Parti démocrate. Et très probablement que le Parti démocrate est amené à se renouveler en termes d'élite, en termes de projet de société par les jeunes générations militantes, par les engagements citoyens autres, un peu comme ça s'était passé en 2020 finalement. C'était le Parti démocrate en 2020 avait été contraint d'intégrer une effervescence militante extrêmement vive chez les écologistes, chez les féministes évidemment, chez les engagements des citoyens dans leur communauté locale. Et le Parti démocrate de Biden avait compris ça, qu'il devait les intégrer et en faire une force. On est aux prémices de ça, mais je ne dirais pas que le Parti démocrate est passif. On ne voit pas trop. C'est pas forcément très visible, mais il se passe des choses quand même si ça reste encore à organiser, évidemment. Parce que très concrètement, il faut aussi être capable de répondre dans la quotidienneté aux attaques qui sont faites contre des populations et des groupes, hein. C'est aussi dans ce travail de terrain-là. Mais oui, oui, ils sont quand même encore sonnés de leur défaite. Ils sont sonnés de leur défaite parce que les gens ne sont pas allés voter. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'adhésion à leur projet de société, et si tant est qu'il est reconfiguré, ce qui n'est pas encore le cas. Une question qui nous ramène à la Chine. La question de la Chine, on a annoncé un mandat de conflit ouvert avec la Chine. Qu'est-ce que la séquence actuelle nous indique sur cette perspective conflictuelle? Rien. Rien. Non, on n'a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais il en parle assez peu de la Chine, vous avez remarqué, hein. Pas tellement, hein. Peut-être que ça sera, après quand il aura réglé l'Ukraine, réglé entre guillemets, c'est sans doute la suite. Sans doute qu'il est pressé d'en finir, Trump, avec la question ukrainienne pour se concentrer sur l'Asie. Mais il a très peu de mots sur la Chine et assez peu de... Il nous parle beaucoup plus mal à nous qu'il ne parle mal à la Chine. Nous, on est ses ennemis, on est très méchants, on a fait que l'entuber pendant des années, alors que la Chine, il n'en parle pas tellement, je trouve. Donc, c'est la séquence d'après. Hmm. Et ouais, une question qui prolonge ce sujet sur l'évolution des rivalités économiques et technologiques entre la Chine et les États-Unis. Comment ces relations peuvent-elles évoluer? Est-ce que le silence chinois dont vous nous avez déjà parlé ne traduit pas une forme d'accord gagnant-gagnant? Si, très probablement. Si, très probablement. Je te laisse dans ta sphère d'influence, tu me laisses dans ma sphère d'influence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rivalités. On l'a vu récemment quand même sur l'intelligence artificielle. Le jour où Trump annonce les 500 milliards de dollars d'investissement dans l'intelligence artificielle, hop, la Chine annonce le lancement de DeepSeek. Hmm. Donc, il y a le numérique, mais aussi l'espace. Enfin, le numérique, la tech, c'est un des grands sujets de concurrence qui va percuter certaines choses aux États-Unis, notamment
la présence des usines Tesla en Chine. Est-ce que les liens de Musk avec la Chine, ça risque d'être un peu orthogonal avec la compétition économique? Mais effectivement, sur les sujets d'IA, de tech, du numérique, la compétition est féroce, oui, oui. Mais peut-être qu'il y aura, peut-être que le plan, c'est que chacun reste dans sa zone d'influence et n'empiète pas trop sur celle de l'autre avec un partage Russie, États-Unis, Chine. C'est tout à fait possible, ça. Mmh. Ouais. Et vous venez d'y faire allusion, là, on a justement une question sur l'impact de la relation Musk-Chine sur le comportement de Trump. Euh, Bonne question. est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Ben, on ne sait pas en fait, ça fait partie des choses à suivre de près, parce que peut-être effectivement que ça tombe d'intérêts économiques très concrets de Musk en Chine, vont percuter la politique économique de Trump, qui lui peut s'en accommoder, mais dans l'écosystème Trump, il y a Musk qui commence à se faire un certain nombre d'ennemis, hein. Il se déteste avec Steve Bannon, par exemple, sur la question migratoire, notamment. Et peut-être vous avez vu cet accrochage très vif entre Musk et Marco Rubio dans un conseil des ministres récemment, hein, où Rubio se plaint de l'influence diplomatique de Musk, qui n'a aucun mandat électif, qui n'est pas ministre, qui n'a donc pas été confirmé par le Sénat. Qui est là, c'est comme si nous, en France, on avait un chef d'entreprise qui arrive conseiller du président. Bon, ça déjà, c'est plausible, mais qui décide de téléphoner à Poutine, qui décide de couper dans tel ou tel budget. Enfin, bon, ça va quand même à l'encontre de prérogatives de, de certains ministères. Oui, alors pour la Chine, on ne sait pas, mais ça va être à suivre de près, effectivement, parce qu'il y a des choses qui, aujourd'hui, semblent sur le papier contradictoires. Et combien de temps Musk va-t-il tenir? Combien de temps tout ceci va-t-il tenir ensemble aussi? C'est une question, hein. Peut-être que pour revenir à une de vos questions précédentes, sur est-ce que l'opposition ne viendra pas des républicains eux-mêmes? Oui, c'est tout à fait envisageable. Mmh. Bien. On approche tout doucement de la fin de cette visioconférence. On a essayé de prendre un maximum de questions, hein, voilà, en regroupant certaines d'entre elles autour de thématiques communes. Donc, excusez-nous, hein, pour celles et ceux dont les questions n'ont pas été reprises. Euh, j'ai une dernière question qui peut peut-être vous permettre de conclure cette visioconférence. Peut-on dire que l'élection de Trump a redéfini la sphère des relations internationales à tous les niveaux? À tous les niveaux, peut-être pas. C'est que 2 mois, hein. Mais est en train de redéfinir l'ordre mondial hérité de la Seconde Guerre mondiale, très certainement, même s'il s'était déjà beaucoup reconfiguré sans les États-Unis, hein. L'émergence des BRICS, euh, la perte d'influence de l'Europe dans certaines régions du monde, ça s'était quand même déjà beaucoup reconfiguré. Mais oui, oui, on est en train d'assister en quelques semaines à peine, voire en quelques jours, disons en quelques semaines, à des ambitions de- sinon de tout reconfigurer dans sa tête à lui, en tout cas de remettre en question ce qui existe. Donc c'est certain, mais on est encore dans l'expectative de ce qui va se passer et de comment les uns et les autres vont réagir, parce que c'est difficile de prévoir, mais même si on le voit arriver, l'émergence de nouvelles alliances, de nouveaux partenariats, comment certains pays, justement la Chine, comment va-t-elle réagir? Ce qui se passe pour l'instant, elle est très spectatrice. Mais oui, on observe aujourd'hui une remise en cause quand même assez grande d'un certain nombre de dimensions de l'organisation du monde héritées de 45 et même héritées de l'après-guerre froide et même héritées de 45. Ça, oui, c'est certain. Les États-Unis ne sont plus un allié fiable pour les pays occidentaux. Enfin, c'est clair et net. Il y a un axe Washington-Moscou aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même le contraire de ce qui s'était passé pendant la guerre froide et même finalement après, où il y avait une méfiance réciproque. Oui, donc,
on assiste à un bouleversement des choses, mais pour aller vers quoi, c'est ça qu'on ne sait pas, on ne peut pas prédire l'avenir. Il y a justement beaucoup de questions qui traduisent cette certitude, cette inquiétude, qui nous invitent effectivement à nous lancer dans des réponses un peu de prospective. Donc voilà, on sent vraiment chez les personnes qui sont connectées là, beaucoup Nous aussi, d'inquiétude. nous aussi, on se pose la question. Voilà. Bien sûr, oui, oui. Tous les jours, effectivement, amenant leur lot de nouvelles déclarations, informations. En tout cas, je vous invite à prolonger cette visioconférence qui aura été très, très, très riche avec la lecture de l'ouvrage de Marie-Cécile Nave, Géopolitique des États-Unis. Il sort la semaine On prochaine. le remet en visio. Public étudiant, lycéen et enseignant. Voilà. Je vous rappelle que cette visioconférence sera rediffusée dès demain. Elle sera disponible dès demain pour les abonnés, les adhérents à l'IRIS, et qu'elle sera disponible pour tout le monde d'ici à 2 semaines. Voilà, puis il me reste à remercier chaleureusement nos participants, Henri Simoneau, Anne Gagné, et vous, bien sûr, Marie-Cécile Nave, merci beaucoup pour tous ces éclairages qui nous auront à la fois inquiétés et fait du bien. Merci à vous, merci tout le monde. Merci, beaucoup. merci à toutes, merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.